On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Imam qui nous rejoindra d'un instant à l'autre et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier, chroniqueur international ici à France 24. Au sommaire, dans la tourmente après la divulgation de ses conversations avec son homologue russe, l'émissaire américain pour l'Ukraine Steve Witkoff sera de retour à Moscou la semaine prochaine. Donald Trump l'envoie tester la réaction du Kremlin après les changements apportés au plan de paix pour l'Ukraine. Et puis ce coup d'État militaire en Guinée-Bissau, 4 jours après le premier tour des élections et alors que les résultats n'ont toujours pas été communiqués, un groupe de hauts gradés suspend le processus électoral et assure prendre le contrôle total du pays. Le président Embalo lui est arrêté, il serait bien traité, assurent les putschistes. C'est tout de suite, on va plus loin. Moscou qualifie de sérieux les efforts diplomatiques en cours pour tenter de trouver une issue négociée à la guerre en Ukraine, manière de redonner un peu d'ordre et de crédibilité au processus enclenché par la Maison-Blanche et qu'il faut bien le dire, prend l'eau ces dernières 24 heures depuis les révélations de l'agence Bloomberg. Ce média américain a mis la main sur 2 enregistrements téléphoniques. Il montre les manipulations qui s'exercent sur Donald Trump à partir du Kremlin. Et même, c'est là la révélation de la part du propre émissaire du président américain, son ami Steve Witkoff. Le récit en images de Julien Dubois. La conversation téléphonique aurait eu lieu 2 jours avant un appel entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'agence de presse américaine Bloomberg révèle le contenu de l'échange du 14 octobre entre Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump, et Yuri Utchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine. Les 2 hommes se seraient accordés pour un futur appel téléphonique entre les 2 dirigeants pour trouver un accord de paix. 5 minutes pendant lesquelles l'Américain conseillerait son homologue de Moscou sur les mots que devrait employer le Kremlin face à Donald Trump, prenant le plan de paix pour Gaza en exemple. Voici les propos retranscrits par Bloomberg. Je répéterai simplement que vous félicitez le président pour cette réussite, que vous l'avez soutenu, que vous respectez le fait qu'il soit un homme de paix, que vous êtes vraiment heureux d'avoir vu cela se produire. Je pense que cela donnera lieu à un très bon appel. La conversation se poursuit. Les 2 conseillers se congratulent. J'ai dit au président que la Fédération de Russie a toujours voulu un accord de paix. C'est ma conviction. Je suis d'accord avec toi, il va le féliciter. Il va dire que M. Trump est un véritable homme de paix. Donald Trump a pris la défense de son conseiller en affirmant qu'il n'avait pas entendu la conversation, mais ne dément pas qu'elle ait eu lieu. C'est quelque chose de standard, parce qu'il doit vendre cela à l'Ukraine. Il doit vendre l'Ukraine à la Russie, c'est ce que fait un négociateur. Vous devez dire, écoutez, ils veulent cela, vous devez les convaincre avec cela. C'est une forme très standard de négociation. Une fuite très embarrassante pour la Maison-Blanche qui crée de nombreuses spéculations. Ces révélations interviennent également dans un contexte où des élus, y compris du Parti républicain, ont ouvertement critiqué le plan de paix en 28 points proposé par les Américains. Et on retrouve Mathieu Mabin à Washington. Mathieu, on a beau entendre Donald Trump banaliser ses propos comme ceux d'un habile négociateur, l'image de Steve Witkoff en tant qu'homme de confiance du président en prend un coup. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. En réalité, depuis Washington, ce qui frappe, c'est quand même l'onde de choc provoquée par ces révélations. On découvre que Steve Witkoff, l'émissaire du président, a transmis aux Russes une version du plan de paix qui, dans sa première mouture en tout cas, reprenait quasiment point par point les demandes de Moscou. Ça va bien au-delà des extraits qu'on vient d'entendre. Le gel du front à l'avantage de la Russie, l'armée ukrainienne encadrée et amoindrie, l'adhésion à l'OTAN hors de portée, alors que pour un pays allié des États-Unis comme la France par exemple, c'est un plan impossible à accepter. On l'a bien vu immédiatement à Genève. Concrètement, le document n'a pas seulement surpris Kiev, il a aussi pris de court les Européens, mais on va en parler, il a aussi profondément agacé ceux du Parti républicain qui ne souffrent pas de russophilie chronique, c'est-à-dire quand même une écrasante majorité de conservateurs américains, disons-le. Comment un négociateur américain a-t-il pu aller aussi loin
loin, sans associer ni les Ukrainiens, ni les Européens, ni même les principaux cercles de la sécurité nationale, parce que c'est de ça qu'on parle. Là, on pense quand même à Marco Rubio, qui, depuis un an, est globalement relégué au service après-vente de la communication de la Maison-Blanche, mais post-action, toujours post-action. On parle quand même du patron du département d'État, du patron de la diplomatie des États-Unis d'Amérique. Le résultat, c'est clair, c'est un sentiment de flottement, ça c'est indéniable. Witkoff apparaît comme un émissaire qui avance tout seul, trop près des lignes russes, et l'administration derrière lui donne l'impression de courir après ses propres prérogatives, bon, en résumé. Vous restez avec nous, Mathieu Mabin. Steve Witkoff, Ziad l'imam, qui en gros explique aux Russes comment manipuler son patron Donald Trump par la flatterie. Et c'est pourtant lui, le même Steve Witkoff, qu'on envoie à nouveau la semaine prochaine à Washington pour rendre compte des évolutions apportées au plan Trump par les Européens et les Ukrainiens. Est-ce vraiment de bon augure, d'après vous, pour l'évolution du processus, ou est-ce qu'il va laisser détricoter finalement les amendements, Ziad l'imam ? Écoutez, moi je pense qu'on est à la fois au cœur d'un système Trump et des limites du système Trump. C'est-à-dire le cœur du système Trump, c'est en gros, il s'appuie sur 2, 3, 4 personnalités, Witkoff, son gendre, Kushner, sur d'autres dossiers, etc., pour essayer d'être ce président en action qui débloque des situations invraisemblables. Après, c'est pas totalement irrationnel parce que Witkoff sait que son patron veut la paix en Ukraine. Witkoff sait que Donald Trump veut être celui qui amènera Poutine à signer en bas de la page. Donc, c'est pas complètement irrationnel. Pour vous, il n'y a pas de manipulation. Il n'a pas cherché à manipuler Donald Trump. Je pense qu'il y a une part de... En français, on dit hubris, c'est-à-dire il est parti, le gars, là. Il a tous les pouvoirs, il peut appeler. Donc il y va, il dit, moi je sais, cher ami, que mon patron, ce qui lui plairait, mais il est quand même en mission commandée. C'est-à-dire il n'est pas totalement... c'est pas un freelance qui décide de lui-même. Alors ça, je pense que c'est une chose. Après, il y a un mystère quand même, c'est la fuite. D'abord, je suis toujours étonné de ces fuites. C'est vrai que ces gens les plus puissants du monde qui correspondent sur des téléphones normaux, qui n'ont pas de protection, ou si la protection existe, ça veut dire que la fuite vient d'un des deux acteurs. Donc ça, c'est intéressant. Et ça joue vraiment. Et la troisième chose, c'est aussi les limites du système Trump, comme l'a dit Mathieu. C'est-à-dire, c'est le bazar d'un secrétaire d'État qui n'existe pas, des Européens qui n'existent plus, des Européens qui arrivent en pompier pour essayer de régler le problème. Mais in fine, on a bougé un peu. On ne sait pas très bien ce qui se passe à Moscou, mais on a bougé un peu. Le premier plan, on a un deuxième plan. On ne sait pas trop, encore une fois, quels sont les périmètres qui changent, mais ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu, Gauthier Rybinski, c'est ce qu'il faut retenir malgré tout, où il y a quand même là une incertitude totale, parce qu'on le voit, on peut quand même douter de la fiabilité d'au moins un des acteurs, les États-Unis, et en particulier de celui qui est censé représenter la semaine prochaine nos intérêts collectifs à nous, occidentaux, à Moscou. Vous avez raison de souligner ça, parce que moi, ce qui me frappe le plus dans cet échange, est-ce que c'est de la manipulation? J'en suis pas sûr. C'est ce qu'on appelle vulgairement de la captatio benevolentiae, c'est-à-dire qu'on met la confiture sur le bras de celui auquel on veut s'adresser. Et que fait Witkoff? Il dit, bah voilà, tu sais, il faudrait que, pour parler à Trump, on lui dise, Monsieur le Président, vous êtes formidable. C'est d'un niveau, c'est minable, c'est ça qui est, par rapport à votre question, ce sont ces individus-là qui sont en train de négocier, en quelque sorte, le sort de l'Ukraine, le sort de la paix, etc. Enfin, c'est quand même dramatique de voir que c'est à ce niveau-là. Est-ce que, et la question de la fuite, de l'origine de la fuite est capitale, parce que, effectivement... Qui a intérêt? Qui a intérêt? On pense bien sûr qu'une partie de cette droite américaine, qui est restée dans le schéma du combat du bien contre le mal, a une possibilité. Oui, mais t'étais que deux dans la conversation. Steve Witkoff et le russe, son homologue russe. C'est pour ça que moi je n'exclus pas un coup russe, dans la mesure où, si vous voulez, l'idée centrale, d'abord d'un Poutine, mais surtout de la constellation idéologique autour de lui, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on pourra se payer la tête de Trump, on aura gagné un point.
Et éventuellement, d'ailleurs, on le vassalisera de cette manière. Même si c'est un fusil à un coup, parce que ensuite ça les discrédite aux yeux de Donald Trump. C'est vrai. Mais reconnaissez aussi que la manière dont Poutine conduit, ou semble conduire un certain nombre de choses dans cette guerre, est aussi parfois un fusil à un coup. Il n'y a pas forcément... Alors, je ne dis pas que c'est une absence de rationalité. Au contraire, c'est une rationalité qui est dans un combat au sens culturel, comme on avait appelé le combat culturel que Bismarck avait déclaré. C'est plutôt ça la dimension. Ça n'exclut pas bien sûr ce que vous disiez, mais qui aurait intérêt la question se pose et elle n'est pas forcément, elle n'obéit pas forcément à nos premiers... Affaiblir les États-Unis. Oui, et ridiculiser Trump. Mathieu, Bloomberg publie aussi la retranscription d'une autre conversation, toujours entre le même Yuri Utchakov et un émissaire du Kremlin pour les questions économiques, Kirill Dmitriev, très impliqué dans les discussions avec des responsables américains, et qui explique, tous deux, dans cette conversation, que la version américaine du plan de paix sera aussi proche que possible de celle des Russes. On comprend mieux, en écoutant effectivement cette conversation, les doutes au plus haut niveau de l'administration sur les origines même du plan américain. Oui, absolument. En réalité, ici à Washington, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, pour être tout à fait clair. C'est la réaction de plusieurs élus républicains eux-mêmes. On a commencé à en parler, parmi eux, Don Bacon, ancien officier de l'US Air Force. Il a été l'un des premiers à demander publiquement l'éviction, pure et simple, de Steve Witkoff. Je cite, « Un émissaire américain ne peut pas coacher un responsable russe. C'est incompatible avec les intérêts nationaux. Ça a le mérite d'être clair. Vous voyez de quoi on parle. Même tonalité chez Brian Fitzpatrick, un républicain plutôt modéré cette fois, mais spécialisé dans les questions de renseignement. Lui parle d'un canal parallèle dangereux, je cite, et affirme « Ce type de diplomatie ne peut pas refléter la position officielle des États-Unis et ne doit en aucun cas la définir. » Voilà, vous voyez l'ambiance avec ces voix de droite, pourtant, qui dénoncent deux choses, finalement. D'abord, la proximité apparente avec Moscou, ensuite, l'absence totale de coordination avec les Ukrainiens, encore une fois, et les partenaires européens, bien sûr. Pour ces élus, laisser un émissaire agir seul hors des circuits du département d'État, en clair, ce sont des méthodes qui affaiblissent la crédibilité américaine et qui ont globalement assez duré. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci Mathieu Mabin, Washington. Ziad Imam ont posé la question de qui a intérêt à ces fuites et qui a les moyens. Je sais pas, moi je trouve ça à la fois très spectaculaire, en même temps je trouve ça un peu facile, je sais pas pourquoi. Même techniquement, comment on capte cette conversation, comment elle fuit, comment elle arrive chez Bloomberg, je trouve ça suspect, globalement. Parce que ceux qui font les fuites, c'est soit pour torpiller, ça peut être aussi pour accentuer un processus ou pour le rendre public, donc pour l'accentuer. Donc je pense que c'est une discussion sur laquelle on pourrait discuter tous ensemble des heures sans qu'on ait de réponse. Encore une fois, si on cherche les clés stratégiques, les Russes veulent un plan qui assure leur victoire. Et tout ce qui est en deçà de ça, pour Poutine, c'est probablement inacceptable. Y compris le plan originel américain ? Bon, il fait semblant. C'était déjà pas mal. Mais en gros, s'il y a paix, d'abord, si j'ai bien compris, c'est pas un cessez-le-feu que veulent les Russes, c'est un accord global qui soit à leur avantage et qui signe la victoire de Poutine et qui signe aussi une étape dans ce qui est probablement un combat existentiel et civilisationnel d'un certain nombre d'élites russes, Poutine en tête, dans la guerre de la Russie contre l'Occident qui va durer 20 ans. D'où les questions d'OTAN qui figuraient dans le plan. Tout ce qui est dans le texte. Pour les Américains, il s'agit de clore ce conflit qui n'est pas un conflit aux yeux de Trump, qui n'est pas un conflit stratégique. Qui referme une parenthèse de 25 ans et puis c'est de la pas Russie. Un conflit stratégique, il perd du temps, c'est compliqué, il est plus... Enfin, il est plus... Tout est relatif. Disons qu'il est plus focalisé sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Il est fortement focalisé sur ce qui se passe au Venezuela. Donc, bon, cette espèce d'embringuement avec des Européens qui méprisent un peu, donc, tout ça, ça lui casse les pieds. Il n'y a rien de nouveau, il a maltraité Zelensky, etc. Les Ukrainiens sont dans une situation impossible, avec un gouvernement qui est décrédibilisé par les affaires de corruption, avec une situation militaire
fragile, mais avec une opinion et une population qui a l'air de tenir et qui accepterait absolument pas que ce plan de 20, 19, 18, 17, 20 points passe en quasi-l'état. C'est-à-dire qu'il y a un risque systémique en Ukraine. Donc on a un peu les facteurs. Et puis il y a ce qui se passe aux États-Unis, Mathieu en parlait. Il y avait un article très intéressant dans le New York Times il y a 4-5 jours sur le fait que le Parti républicain est en train de bouger, mais pas que sur la question Ukraine-Russie, sur un certain nombre de choses, parce que malgré tout, Trump est en difficulté, parce qu'il a perdu des élections il n'y a pas longtemps, parce que la situation économique n'est pas bonne, et parce que c'est un lame duck president. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a pas de perspective au-delà de 2 ans, et en fait, il n'a pas de perspective réelle au-delà d'1 an, 1 an et demi, parce qu'il y a des midterms. Et donc, il y a un certain nombre de républicains qui se disent « il va peut-être falloir sauver le navire avant que ça coule ». Donc, reprenons nos positions, défendons nos statuts habituels pour se protéger, pour pouvoir survivre à l'ère Trump. Et donc, on est aussi dans ce mécanisme qui est assez complexe. Donc, tout ça, encore une fois, ça va mettre des mois. J'entendais un spécialiste tout à l'heure à la radio qui disait mais une paix entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, c'est des mois et probablement des années pour détricoter tout ça. L'économie de guerre russe, comment on la détricote, la reconstruction de l'Ukraine, penser les blessures qui ont été créées. Donc, tout ça va prendre un temps infini. Et c'est là que la méthode Trump a ses limites parce que c'est un peu... quand même un peu... Voilà, c'est... Dans ce contexte, Gauthier, pour revenir finalement à ce que nous disions au début, est-ce que quand on entend l'optimisme des Occidentaux, à la fois européens, américains, qui disent on n'est pas loin d'une paix, on voit même Moscou aujourd'hui évoquer des signes positifs, alors dans le plan américain d'origine, mais néanmoins dire que tout cela est productif, que tout cela avance, est-ce qu'il n'y a pas un excès d'optimisme, justement avec des révélations de ce type dont on voit bien qu'elles visent à miner les efforts ? Bien sûr, bien sûr. Ne serait-ce que, pour reprendre ce que disait Ziad, cette espèce de mutation ou de retour vers les origines d'une partie du Parti républicain aux États-Unis, ça ne veut pas dire non plus que le Trumpisme ne survivrait pas à Trump et qu'on ne trouverait pas non plus une version... Alors, différente, mais qui serait dans l'esprit quelque chose une sorte de successeur. Oui, cet électorat, il existe et il se cherchera un champion. Exactement. Et là, ce que Trump pratique, ça me fait penser un peu à un chirurgien qui aurait enlevé tel ou tel organe ou telle tumeur, mais alors qui refermerait le truc avec une espèce de ficelle, enfin voilà, qui se dépêcherait de clore la chose en disant voilà, j'ai fait une opération supplémentaire. Donc là, il y a un vrai problème. Et puis celui qui est béant, et ça, on ne peut pas le retourner comme on veut, c'est que par rapport à cette situation qu'effectivement les Ukrainiens ne pourraient pas accepter, il y a non seulement l'agression, mais il y a aussi l'un des points du programme qui exige la tenue d'élections dans 100 jours. Oui. Et là, qu'est-ce que ça veut... Oui, pardon. Non, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que comme elles ne pourront pas se tenir dans les territoires occupés de la Russie, de fait, ça entérine la partition d'une Ukraine. Ça n'est pas tenable, si vous voulez, c'est une forfaiture de la même manière, en différent, mais de la même manière que la Crimée aussi, avec un référendum absolument hallucinant, avec les représentants de l'extrême droite européenne comme scrutateurs, s'est tenu également. Vous voulez dire, Ziad ? Non, sur l'histoire d'élections en Ukraine, c'est intéressant parce que pour la Russie, c'est complexe. Parce que oui, on se débarrassera de Zelensky, avec qui d'ailleurs je ne suis pas sûr que la fixette soit aussi... La fixette, c'est l'Ukraine. On va se débarrasser de Zelensky, mais on va avoir droit à un exercice démocratique quand même assez achevé, avec aucune chance qu'un candidat pro-russe ne gagne cette élection. Donc il y aura une élection démocratique ouverte, avec un nouveau président probablement de l'Ukraine. Et donc pour la Russie, c'est embêtant parce que c'est de nouveau le contre-exemple à leur porte. Et pour les Biélorusses, ça peut être de nouveau une manière de redynamiser les processus démocratiques. Donc c'est gênant. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est aussi entériner un plan qui n'ont pas encore signé. Juste une petite précision sur ce que vient de dire Ziad. Il y a aussi un point dans ce plan qui insiste sur le fait que les protagonistes de cette guerre ne doivent pas être inquiétés après le conflit. Et que là, il y a quelque chose, alors qui peut servir à couvrir des crimes, mais qui peut servir à couvrir aussi ceux qui éventuellement se sont livrés justement à des manœuvres, soit par habitude, soit par volonté de nuire à Zelensky, sur la corruption, parce que ces types-là, mais qui représentent au fond ce qu'a été le soviétisme,
pourrait servir à nouveau, après, comme dit Ziad, une élection qui aurait été marquée par un fort ukrainisme, mais ensuite, ces gens-là, eux qui n'auraient pas été inquiétés, donc, pourraient très bien servir à nouveau de poisson pilote pour une menée moscovite. Ce sera à voir, effectivement. On en vient à ce pays à présent habitué au coup d'État. La Guinée-Bissau est en train de vivre un nouveau putsch avec le renversement du président Umaru Sissoco Embalo au pouvoir depuis 2019. Il était candidat dimanche dernier, encore au premier tour de l'élection présidentielle. Avant même d'en connaître le résultat, un groupe d'officiers supérieurs a donc pris possession de la principale artère qui mène au palais présidentiel dans la capitale, Bissau. Et l'a fait savoir par ce communiqué du chef de la maison militaire de la présidence, le général Denis Nkana. Écoutez. Il m'a confirmé, je peux vous confirmer que c'était lui au téléphone, c'était bien sa voix, qu'il avait bel et bien été renversé, qu'il était à l'état-major et qu'il ne pouvait pas vraiment me parler. Mais enfin, il m'a quand même confirmé qu'il avait été destitué. Mais visiblement, il avait encore la possibilité de communiquer. Voilà, ce n'était pas le général Denis Nkana, vous l'aurez compris, mais Marc Perelman de France 24 qui a réussi à s'entretenir avec le président Embalo qui lui a confié donc être actuellement retenu effectivement au siège de l'état-major et manifestement donc il dispose toujours d'un moyen, d'un canal de communication avec l'extérieur. On va voir en tout cas quelle est la situation de ce pays, situation avant ce coup d'État. Avec Florent Rodeau. C'est une petite nation de l'Ouest africain marquée depuis une cinquantaine d'années par l'instabilité politique. Située entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau accède à l'indépendance en 1974, après 11 ans de lutte armée avec la puissance coloniale portugaise. Depuis, le pays a connu 4 coups d'État et pas moins de 17 tentatives de putsch. Les derniers événements remontent déjà à la présidence d'Umaru Sissoco Embalo, destitué ce mardi par un groupe d'officiers de l'armée. En octobre dernier, l'armée annonce avoir déjoué une tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Elle arrête alors plusieurs officiers supérieurs. Fin novembre 2023, une partie de la garde nationale libère des ministres accusés de corruption et s'oppose dans la rue aux forces gouvernementales. Un an auparavant, 11 personnes trouvent la mort dans une nouvelle tentative de coup d'État, le dernier ayant réussi remontant à 2012, lorsque le général Kourouma, vice-chef d'état-major de l'armée, prend le pouvoir après le premier tour de l'élection présidentielle. 4 ans plus tôt, en 2009, le président João Bernardo Vieira est tué au petit matin par des militaires. Kumba Yala est lui contraint de démissionner en 2003 à la suite d'une période de forte instabilité politique. Plaque tournante historique pour le transit de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe, la Guinée-Bissau, où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, est le seul pays africain qualifié de narco-État par les Nations Unies. Un terme utilisé lorsque le gouvernement, le système judiciaire et l'armée d'un pays sont tous considérés comme infiltrés par les cartels de drogue. Voilà, et justement, la question du trafic de drogue est invoquée aujourd'hui par les militaires pour justifier leur coup d'État, des trafiquants de drogue en lien avec une personnalité politique nationale, sans plus de précision. Ziad Limam, la vérité, c'est que ce coup d'État a lieu 4 jours après le premier tour de l'élection présidentielle, dont le président était a priori favori. A priori favori, sachant que c'était pas aussi simple. Et que il semble... Enfin, encore une fois, c'est difficile de spéculer parce qu'on manque un peu d'informations à cette heure-ci. Peut-être que le résultat n'était pas aussi clair que ce qu'on espérait du côté présidentiel. Le principal parti du pays historique, à l'origine de l'indépendance, PAIGC, était exclu d'une manière ou d'une autre. Le candidat de l'opposition était soutenu en partie par le PAIGC exclu. Donc ce qu'on voit surtout, c'est déjà un mécanisme un échec institutionnel et démocratique qui est répétitif dans ce pays. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Le président Embalo avait amené une certaine forme de stabilité,
d'une certaine manière. Il aurait été le premier depuis 1994 à enchaîner 2 Exactement. mandats. S'il avait été il avait des liens assez forts dans la région. Il aime la diplomatie. Il intervient dans les dossiers. Voilà, il a un côté amical, sensible qui a fonctionné. Mais encore une fois, on arrive à l'impasse au moment d'un renouvellement, d'une élection, une faillite démocratique. Après, il y a un coup d'État un peu spécial quand même. C'est-à-dire que ça arrive à un moment particulier. Le chef de la maison militaire de la présidence. Le téléphone disponible, donc je vois sur les réseaux sociaux toute une sphère qui dit c'est un auto-coup d'État, etc. Bon, peut-être. Troisièmement, ça me fait penser un peu au Niger. Rien à voir, on est loin, mais quand même, un coup d'État qui vient de l'intérieur. Au début, ça a l'air d'être à peu près et puis d'un seul coup, les militaires prennent vraiment le pouvoir. Et je me demande si c'est pas un scénario qu'il faut pas exclure si on était dans l'auto-coup d'État. Donc ça peut arriver. Mais surtout, je vous dis, je pense que d'abord, ça rajoute un État putschiste dans la zone quasi sahélienne, un pays très pauvre qui aurait besoin de stabilité, un échec institutionnel. Je trouve tout ça assez triste, en fait. Triste, Gauthier Rybinski, quand on sait effectivement... Et le côté narco-État, qui est probablement au cœur aussi d'enjeux qu'on ne voit pas comme ça. Oui, parce que c'est effectivement une plaque tournante entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Triste de voir un nouvel État d'Afrique de l'Ouest basculer, en tout cas... alors peut-être pas dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, mais en tout cas, une possibilité demain de dictature militaire. L'évolution autoritaire du régime semble aller dans ce sens-là. Et par rapport à ce qui peut être communauté comme l'est la CEDEAO, il y a eu des incidents, enfin plus qu'incidents, puisque certains ont été chassés de manière assez militaire, justement, du pays. Donc, si vous voulez, la question du narcotrafic me semble centrale en Guinée-Bissau, dans la mesure où ça fragmente aussi l'État et que ça favorise des factions ou des fractions qui ne sont pas justement investies du pouvoir de l'élu. Et donc des paramilitaires, des sections paramilitaires avec lesquelles on joue. On sait très bien que ce genre d'organisations sont extrêmement meurtrières et qu'elles n'hésitent pas devant l'action sanglante, et que ça crée, au lieu d'être un affrontement entre partis politiques légitimes, ça crée des affrontements qui sont essentiellement d'intérêt et qui concentrent le pouvoir autour, et la tension autour de questions de rivalité et de rapport de force. Bien. Donc ça veut dire qu'on élimine, et ça rejoint un peu ce que disait Ziad, on élimine le politique, on élimine la politique totalement pour finalement faire de cet État un État qui est complètement paralysé par sa direction et aussi par ses intérêts qui ne sont pas les intérêts généraux par définition. Merci. L'arrestation des opposants n'est pas un très bon signe non plus. Exactement. C'est-à-dire que c'est tout le monde pour le moment. Alors encore une fois, si c'est un président qui veut se maintenir ou un véritable coup d'État militaire. Voilà. Merci beaucoup, Ziad Limam, Gauthier Rybinski. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel. Restez avec nous.